Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de ce magazine Face aux enjeux sur Rupture Télévision. À 5 jours des élections générales, tous les états-majors des partis politiques sont en ébullition afin de répondre à ces grands rendez-vous historiques tant attendus. Ce soir, nous allons essayer d'épiloguer sur cette question avec un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Jean-Pierre Kambila Kankwende, un ancien directeur adjoint, directeur de cabinet adjoint de notre ancien président de la République, Joseph Kabila. Eh bien, avec lui, on va essayer de parler de ces grands rendez-vous que nous attendons. Et nous allons également essayer de décortiquer tous les aspects liés à ces grands événements. Bonsoir, M. Kambila. Bonsoir et merci de l'invitation. Merci d'avoir répondu à notre appel. Je l'ai dit dans mon introduction, dans 5 jours déjà, nous avons un grand rendez-vous historique, politique et, pour même dire, sociologique avec l'histoire. C'est l'organisation du 4e cycle électoral de notre pays. Et pour la première fois, le peuple congolais va devoir choisir non seulement le président de la République et les députés nationaux et provinciaux, mais surtout ses représentants au niveau des communes. C'est une première et je pense que c'est à féliciter. Mais seulement, nous voulons savoir quel est le sentiment qui vous caractérise à ce moment où le peuple congolais s'apprête à répondre à ces grands rendez-vous et surtout, quel regard portez-vous sur toutes les péripéties qui se passent autour de ces élections? Bon, c'est d'abord une attente, un souhait. Je souhaite que ces élections se passent bien parce qu'il s'agit du destin de notre pays. On ne peut que souhaiter que ça se passe bien. Nous avons eu quelques raisons de nous inquiéter pendant le processus. Ceux qui sont responsables de la question nous disent qu'ils sont prêts et que tout se passera bien. C'est en tout cas le contenu du dernier communiqué de la CENI. Donc nous faisons confiance parce que nous devons croire en notre pays. Nous faisons confiance au sens de responsabilité de chacun. Et le souhait est que ça se passe bien et que surtout l'après-élection se passe bien. Que chacun accepte les résultats qui seront ceux de la confrontation. Très bien. Vous l'avez si bien dit, le président de la CENI, de l'organe qui a le pouvoir d'organisation des élections, M. Denis Kadima, continue d'affirmer que tout est fin prêt et il a même lancé un communiqué appelant tous les corps électoraux à ces grands rendez-vous du 20. Mais seulement, nous ne pouvons pas ne pas parler de tout ce que nous avons observé comme problème posé au niveau de la logistique. D'ailleurs, tout le monde a vu la lettre qui a circulé sur les réseaux sociaux, laquelle lettre était destinée au chef de l'État, écrite par le président de la CENI, où sollicitait justement auprès du gouvernement, par le truchement du chef de l'État, un appui en matériel où il avait besoin des hélicos, des avions, pour faciliter l'acheminement des équipements ainsi que de tous les kits électoraux dans les différents centres. Et par après, notre gouvernement se serait adressé aux voisins angolais. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas trop bien parce que M. Kadima n'est jamais revenu pour nous donner suite, pour faire suite à la demande formulée par le gouvernement au niveau de l'Angola. Et après encore, nous avons appris que la question était posée au niveau du Conseil de sécurité afin de solliciter l'aide de la MONUSCO concernant ses besoins. Alors, toutes ces inquiétudes-là, qui jusque-là n'ont pas encore trouvé ou n'ont pas donné écho
en termes de réponses claires et nettes, cela vous inspire quoi? Bon, ce qui est vrai, c'est que nous sommes un pays difficile. Un pays grand de plus de 2 400 000 km², avec des routes pas toujours en très bon état, un système de transport difficile. Donc nous pouvons nous attendre à ce qu'il y ait un certain nombre de difficultés. Mais je me rappelle aussi, et je dois me rappeler, et les Congolais doivent se rappeler, que ce pays est ce qu'il est, et dans ce pays, nous avons déjà fait des élections, pratiquement dans les mêmes conditions. Ça a toujours été difficile. Et malgré tout, ces élections se sont déroulées, il y a eu des résultats qui ont finalement été acceptés. Donc je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des élections parfaites, mais je souhaite qu'elles soient les moins difficiles et les moins inacceptables possibles. Et ça, c'est possible. Pour faire cet effort, la CENI peut faire cet effort et doit faire cet effort parce que ce pays a besoin de paix et de stabilité. Monsieur Denis Kadima nous avait promis de meilleures élections comparativement à celles connues en 2006, 2011 et 2018. Si nous nous référons à la loi électorale, il est prévu que tous les matériels qui concernent l'élection, les élections, le déroulement du scrutin, devraient être déployés au moins 60 jours avant la date fatidique, c'est-à-dire la date du scrutin. Et un des anciens présidents de la CENI, pour ne pas les citer, Corneille Nangaa, a beaucoup épilogué là-dessus. Pour lui, il croyait déjà à l'époque que tant que nous n'aurons pas respecté ces délais, eh bien, cela nous causerait des problèmes et cela pouvait faire que nous puissions arriver à un report vraiment inévitable. Bon, aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui, comment vous réagissez par rapport à cette façon de voir les choses? Bon, la meilleure, proclamer que nous allons vers les meilleures élections possibles, je crois que c'est aller vite en besogne. Ceux qui jugeront les différentes élections qui ont eu lieu dans ce pays, ce sont les historiens. Donc demain, eux, ils auront le moyen et le recul nécessaire pour analyser les choses froidement. Maintenant, je n'entre pas dans les polémiques des anciens, dans les positions des anciens dirigeants de la CENI. Chacun a le droit d'estimer que son passage, sa façon de voir les choses est la meilleure. Non, il n'a pas parlé de son passage, il a parlé des lois. La loi électorale définit les règles du jeu. Il est dit qu'il faut que tous les matériels soient déjà déployés au moins 60 jours avant. C'est une appréciation, donc c'est son point de vue. C'est une appréciation de dire 60 ou 58 jours ou 4 jours, c'est une appréciation, donc c'est lui qui la donne, compte tenu de son expérience et de la façon dont lui, il a mené les choses. Aujourd'hui, c'est une autre CENI avec d'autres personnes qui ont aussi la prétention d'être des spécialistes. Nous les regardons voir. Tout ce que nous leur demandons, c'est de nous organiser des élections pacifiques, d'où sortiront des élus acceptés par chacun de nous dans ce pays, pour que nous continuions d'évoluer dans la paix. Le pays n'est pas complètement en paix, mais la paix relative qui est la nôtre aujourd'hui. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que ces gens sont là. Ils ne sont pas là pour nous donner des élections qui nous amènent à des troubles, à des contestations infinies. Mais des troubles ou des contestations d'une élection ne dépendent pas seulement de ceux qui les organisent. Ça dépend aussi de l'état d'esprit de la population, de l'état d'esprit des candidats, de l'état d'esprit des organisations qui compétissent. Donc, c'est une action commune. Nous sommes tous responsables. La CENI, bien évidemment, les partis politiques, ceux qui travaillent avec CENI, la population, bref, le pays en entier. Très bien. Alors, évidemment, avant les élections, il y a la campagne électorale.
quel regard portez-vous justement sur le déroulement de la campagne, avec, surtout parlons plus précisément des campagnes des candidats présidents de la République, avec les différents épisodes, les feuilletons, du bousculade, des accrochages, ainsi que de tout ce qu'on a observé comme situation? La période de la campagne électorale a été difficile. Il y a eu des morts à gauche et à droite, il y a eu des blessés. Hier encore, ici à Kinshasa, à Kingabwa, on a déploré un mort et quelques blessés, ce qui est parfaitement regrettable, parce que les élections, c'est un moment dans l'histoire du pays où une population choisit ses dirigeants pour une période. C'est pas la fin du monde. Ah, pas du tout. On choisit seulement une personne pour 5 ans, pour parler du président de la République ou même des députés. 5 ans, ça passe extrêmement vite. Hein. Moi, je me rappelle de 2018 comme d'hier. Et voilà, nous sommes déjà en 2023. Le mandat gagné à cette période-là se termine et nous allons dans une autre étape. Donc le Congo a besoin de la paix. Il a besoin de sérénité. Il faut que ces enfants, tous, depuis les dirigeants jusqu'à nous autres qui sommes en bas de l'échelle, nous prenions conscience de cette affaire-là. Que le bien le plus important que nous avons entre nos mains, c'est la paix. Sans la paix, nous ne pourrions rien faire. Si vous avez un président que vous avez imposé par la force, ou si vous avez... parce que vous avez occupé les rues, parce que vous avez fait ceci ou cela, bon, ça va peut-être tenir 1 année ou 2, ou même 5, mais ça n'apportera rien. Le président de la République doit asseoir sa légitimité sur un vote accepté par la grande majorité et organisé dans des bonnes conditions. C'est ce que veut la République démocratique du Congo dans sa profondeur, dans sa population. Amener des gens, mettre les gens dans les rues, comme on a vu là, hier encore, en train de jeter des pierres sur un tel ou un tel candidat, casser l'extrade d'un tel ou un tel, des gardes-corps qui vont s'attaquer à des gens qui passent dans leur cortège et tout ça, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est absolument pas la démocratie. Et arriver au pouvoir dans les mauvaises conditions, c'est créer une légitimité contestable. Avant de parler de campagne de députés nationaux et provinciaux, restons un peu sur les candidats présidents de la République. Sur les 26 initialement enregistrés, il en reste aujourd'hui à peu près 3 parce qu'il y a 4 qui se sont ralliés à Moïse Katumbi, aujourd'hui à Madame Joël Billet, qui a annoncé son ralliement à Tshisekedi. Et il y a Madame Marie-Josée Ifoku qui a pratiquement qui s'est désisté pratiquement, pas en se ralliant derrière quelqu'un, mais qui brandit une autre option, qui dit que ces élections, finalement, elle n'y croit plus. Elle souhaite plutôt qu'il y ait dialogue et qu'on aille vers un dialogue. Avant d'y revenir, parce qu'on en reviendra très profondément à la question du dialogue, mais parlons un peu de ces candidats qui constituent aujourd'hui, qui sont des figures de proue dans cette campagne, qui se sont détachés du peloton. Il y a le numéro 20 Félix Tshisekedi, il y a le numéro 21 Fayoulou, le numéro 3 Katumbi, ainsi que le numéro 4, je crois, Mukwege, je n'ai pas oublié son nombre, son chiffre sur la liste, son numéro d'ordre. Qu'est-ce que vous pensez de ces 4 personnages qui se sont détachés du lot? Est-ce que, parce que indubitablement, s'il y a élection, on suppose que c'est l'un de ces 4 qui va diriger le pays. Si nous pouvons nous permettre un peu une sorte de scannage de ces 4 personnalités qui se détachent du lot, quelle lecture faites-vous de chacun d'eux? Alors, moi j'en vois, sincèrement, j'en vois 3, j'en vois pas 4. Ok. Et parmi les 4, j'en vois 2 qui se détachent très clairement. Les 2 qui se détachent très clairement, il y a d'abord M.
le président sortant, Félix Antoine Tshisekedi, et le second, c'est monsieur l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Alors, et le troisième, parce que pour vous, vous en voyez 3. Fayoulou. Fayoulou, ok. Oui, je considère que Fayoulou est parmi le trio de tête. Vous pensez que Mukwege ne pèse pas? Parce qu'il est pris dans le groupe de 4 qui mènent le peloton. Je ne dirais pas qu'il ne pèse pas. Ces 3 premiers ont eu beaucoup de temps dans la campagne. Ok. Bien, ils ont eu une pré-campagne. Ce sont des figures connues. Il y en a un qui est président de la République, l'autre a été gouverneur du Katanga, il a déjà tenté une élection qui n'a pas réussi. Fayoulou, tout le monde le connaît. L'homme des vérités des urnes. C'est quand même une personnalité bien forte et bien connue de ce pays. On ne peut pas ne pas reconnaître en considération. Bon. Alors, faites-nous la lecture si vous voulez. Ma lecture, elle est très très simple. Parce qu'elle est basée sur des valeurs. La première valeur, je dirais même que c'est une condition. La condition de ce pays, c'est d'abord d'aller à la recherche de la stabilité. Si ce pays veut avancer, il doit être stable. Ce pays ne peut pas, à mon avis, se permettre de changer le président de la République tous les 5 ans. Okay. Je le dis aussi simplement que je le pense. Nous avons un président de la République qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi, élu par le pays il y a 5 ans, qui a fait un certain nombre de choses. A-t-il tout réussi? Certes non, c'est pas possible. C'est un être humain comme tous les autres. Mais, à mon humble avis, cet homme a posé des actes qui montrent que on peut placer l'espoir sur lui. Quels sont ces actes? Quand je regarde l'histoire de l'humanité de ces 40-50 dernières années, je remarque que les pays qui avancent, les pays qui dominent le monde, et les pays qui vont certainement participer à la domination du monde dans le quart de siècle qui viennent, ce sont des pays qui ont eu un coup d'œil spécial sur leur jeunesse. Ce sont des pays qui ont fait très attention à l'enseignement. Or, je constate que en République démocratique du Congo, depuis 60 ans, il y a eu une vague très forte par Mobutu, il faut reconnaître l'histoire, sur l'enseignement. L'époque de Mobutu a été une très forte période sur l'enseignement. Il y a eu des universités ouvertes, des nouvelles facultés ouvertes. Mobutu a envoyé beaucoup de nos compatriotes en Europe, etc. Bon, il a eu le temps de le faire. Mais ensuite, ça a beaucoup baissé. Tout le monde est d'accord ici de dire que le niveau de notre enseignement a beaucoup baissé. Ce n'est pas seulement le niveau, c'est même la quantité de ceux qui savent lire et écrire a beaucoup baissé. Or, c'est là où Tshisekedi a mis le doigt. Dès qu'il est arrivé, c'est une des premières choses sur lesquelles il a mis le doigt. Avec la gratuité de l'enseignement. Avec la gratuité de l'enseignement. Je suis parmi ceux qui ont critiqué la gratuité. Je l'ai écrit, donc je ne peux pas le nier. C'est écrit, il y a un article là-dessus. C'était quoi ma critique? La gratuité, elle existe, parce qu'elle est dans la Constitution. Elle a été mise en place très partiellement. Elle a été mise en place dans un processus... Avec le régime de Joseph Kabila. Oui, mais par étapes. Maintenant, vous venez, vous mettez tous les enfants à l'école, comment est-ce qu'ils vont étudier, ils vont, dans quelles conditions? Et du point de vue de la réflexion, je continue de penser jusqu'à aujourd'hui que je n'avais pas tort. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, lorsqu'on sort les statistiques, on me dit, et j'y crois parce que moi je visite aussi le pays, il y a 6 millions d'enfants de plus dans nos écoles. Ces enfants, s'ils n'étaient pas partis à l'école, ils n'auraient même pas su comment on écrit papa en français. Comment tenir un stylo? Même pas. Ou tatu en Chiluba, ou tata en Lingala, ou tatu en Kikongo. Ils n'auraient même pas su faire ça. Or, on leur a donné la possibilité de le faire. Alors, je m'excuse, je dis bravo.
Okay. Je dis bravo parce que ça montre une ligne, ça montre où l'on va, ça montre quelle est une des premières valeurs, une vision et une des premières valeurs qu'on nous remet. Et ce n'est pas n'importe quelle valeur, parce que quand je regarde la Corée du Sud, quand je regarde Singapour, quand je regarde tous les pays qu'on appelle aujourd'hui émergents, et notamment le pays de, comment on les appelle, le BRICS. Le BRICS. Quand vous regardez le niveau d'enseignement de ces pays-là, ça monte. Et quand vous regardez les pays qui baissent, même parmi les pays développés, ce sont les pays où l'enseignement est en perte de vitesse. Alors, lorsque vous avez quelqu'un qui a ce coup d'œil-là, vous devez le soutenir, vous devez l'aider à continuer, vous devez apporter du vent à son moulin, de l'eau à sa machine. Je considère que ça, c'est déjà quelque chose d'essentiel, au numéro 1. Au numéro 2, je sens le souci de la mobilité dans le pays. Regardez, Kinshasa aujourd'hui est un véritable échec d'urbanisme. Un véritable échec de notre ville. Je critique personne en disant ça. Pourquoi? Parce qu'en 60 ans, les routes, ce sont toujours les mêmes. Kabila a fait un très grand effort en agrandissant le boulevard du 30 juin, en agrandissant le boulevard Lumumba, quelques autres grandes avenues, Saint-Louis, etc. Bravo. Mais lorsqu'on voit de l'autre côté le nombre d'usagers, pas seulement en termes de personnes, mais en termes de véhicules qui circulent dessus, on voit bien que c'est insuffisant. Or, on remarque dans ce qui se fait une volonté d'améliorer cette mobilité. Je dis que c'est quelque chose d'important. Et ça, il ne faut pas arrêter. Et il ne faut pas se faire d'illusions, parce que nous nous connaissons. Au Congo, dès que ça change, tout changera. La démarche changera. La façon de faire changera. J'en sais quelque chose, j'ai participé au pouvoir de ce pays, j'ai vu comment ça change. Il suffit qu'on change de Premier ministre pour que les choses changent. Alors, si vous changez un président intempestivement, sachez que ça va changer. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a la volonté de démarrer les grands chantiers dont on parle depuis longtemps. Donc moi-même, j'ai parlé sur les plateaux de télévision pendant longtemps. Et là, je parle par exemple de Inga. Mobutu nous a laissé Inga. Lui-même, il a commencé par négliger. Il est parti. Inga, on dit qu'il y a 3 ou 4, je ne sais pas grand, je ne suis pas technicien, moi je ne sais pas dire exactement tout ça. Il y a Inga 1, 2, 3, voilà. Il y en a même 4 qui servent en projection. Voilà, bon, il paraît qu'il n'y a que quelques machines qui fonctionnent. On n'a pas été capable de suivre, d'entretenir cette machine comme il faut. Inga aurait pu être une source de revenus de plusieurs milliards de dollars. On ne le fait pas. Nous avons, à notre époque, mis en place une organisation pour reprendre Inga, l'ADP. Nous sommes partis, rien n'a été fait. Il faut avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Bon, maintenant, on a l'impression que ça commence à bouger. Ce n'est pas fait, mais on a l'impression que ça commence à bouger. Je n'aimerais pas que ça s'arrête. Il y a le port en eau profonde de Banana. Ce port va nous donner la possibilité de devenir la véritable porte de l'Afrique centrale. Ça sera la véritable porte de l'Afrique centrale, et ce n'est pas seulement le Congo. Parce que maintenant, une grosse partie de nos marchandises nous rentrent depuis l'Est. Dar es Salaam, Mombasa et compagnie. Ce n'est pas normal. Nous sommes un pays de 100 millions d'habitants. Dans notre arrière-pays, les pays qui nous entourent, il y a à peu près 50 millions d'habitants. Donc il y a un peu moins de 200 millions d'habitants. Et nous avons un site naturellement prévu pour ça. Pendant longtemps, on ne l'a pas fait. Lorsque vous avez une équipe qui
commence à regarder à ça, il faut l'encourager, même si vous n'y êtes pas. Il faut l'encourager. Voilà quelques éléments qui montrent que Félix-Antoine Tshisekedi, malgré des faiblesses incontestables, est sur une bonne voie. Celui qui est pour la stabilité, qui est pour que les choses continuent dans le même sens, c'est ce train-là qu'il doit prendre. Ça, c'est un. Deuxième chose, j'en arrive au candidat en deuxième position, le numéro 3, Katumbi. Vous me connaissez assez, vos téléspectateurs me connaissent assez. Je suis un farouche partisan du nationalisme congolais. Je me prétends lumumbiste. Je me prétends souverainiste. C'est-à-dire très jaloux de l'indépendance de ce pays. Ancien kabiliste aussi. Vous l'êtes toujours ou vous avez abandonné cette tenue-là? Le kabylisme, le l'ONU, c'est une question à l'intérieur. Ok. Je n'ai pas bougé d'un seul millimètre de ma pensée. C'est ce que j'essaie de vous convaincre ici. Okay. Mais en citant les valeurs. La valeur, c'est le patriotisme, c'est-à-dire l'amour du pays. Le nationalisme, c'est l'attachement à une nation précise. Et moi, je tiens à ces choses-là. Le souverainisme, j'ai passé tout mon temps politique à insister sur ce point-là. Nous ne pouvons pas exister sans indépendance, sans volonté de nous diriger nous-mêmes. J'ai comme l'impression, par son passé, que notre compatriote Katumbi ne rentre pas dans ces cases-là. Et j'en veux pour exemple... Selon vous, il entre dans quelle case? Je vais vous expliquer. Nous avons eu dans ce pays un homme qui est resté 32 ans au pouvoir. Je l'ai combattu. Et parfois je le regrette d'ailleurs. Parfois je le regrette. Donc je l'ai combattu trop. Mobutu, il a trouvé que la mamelle nourricière de la RDC, c'était l'Union minière du Haut-Katanga. Il a trouvé que non, ça ne va pas. C'est quoi cette affaire-là que la société qui nourrit notre pays est dirigée depuis Bruxelles, ce sont des capitaux belges, etc. Advienne qu'il voudra, moi je vais nationaliser cette affaire-là. Et il a fait. C'était un acte courageux, très courageux. Extrêmement courageux, historique. Il a fait, et ça nous ne l'oublierions jamais. Même ceux... Mais risqué aussi. Très risqué. Et il a fait, bravo. Et il nous a créé la Zécamine. La Zécamine a nourri le Congo pendant de nombreuses années. Presque à 70 voire 80% certaines années. Qui sont ceux qui ont démoli la Zécamine, qui l'ont saucissonné, qui l'ont vendu? Monsieur est dans cette liste-là. Il n'était pas seul. C'est le régime du Kabila que vous avez soutenu, je ne nierai pas. Où il est la machine. Je ne nierai pas. Mais dans un groupe, dans une équipe de football, chacun joue son rôle. Je n'ai jamais trompé dans ce jeu-là. Jamais. Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Ok. Donc, Katumbi fait partie de ceux qui ont saucissonné Gécamine, qui ont mis la Gécamine par terre. Oui. Je mets au défi qui que ce soit de venir démontrer le contraire. Aujourd'hui, la Gécamine, qui nous appartient, c'est une petite société, comparativement à ce qu'elle était. Les parties de Gécamine appartiennent à bout aux Américains, à bout aux Chinois, à bout aux Indiens, à bout à gauche. Donc vous les rendez responsables des crimes économiques. Je ne suis pas juge. En fait, c'est votre interprétation. Je fais une analyse politique. Puisque cette personne nous demande la magistrature suprême. Je ne veux pas revoir ces choses-là. Je ne veux pas revoir ces choses-là. C'est le premier point pour lequel je n'ai pas choisi et je ne choisirai pas M. Katumbi.
Pour ce qui concerne M. Fayulu, si Tshisekedi n'existait pas, c'est lui que je vais choisir. Ok. Sans doute. Je dis bien sans doute. Pourquoi? Un, c'est un enfant du pays qui n'arrête pas de le proclamer. On a beau raconter des sottises et des choses, ceci, c'est là, faux. Fayulu, c'est un kino comme moi. Fayulu, mon gars, n'a pas petit. Il y a peut-être à éviter. Mais là, on a fait la robite à balle dans ma tête. Là, on a fait le monde qui a robite à balle. Ah, on a pu la lingua là. Terrain PLZ. Terrain PLZ, KHB. Nous, on appelait ça KHB. C'était un bon joueur, hein? Il jouait pas mal. Hein? Okay. Ce jeune homme-là. Donc, je ne rentre pas dans ça. Je dis non que c'est un Congolais. Les circonstances d'aujourd'hui font que ce n'est pas sur lui que je porte mon choix. Mais je ne le méprise pas. Je ne le méprise absolument pas. Même s'il a parfois des attitudes un peu gênantes. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Et si nous regardons la ligne politique et la conduite politique, c'est un enfant du pays, autant que Félix. Félix... Vous êtes en train de dire là, si je comprends, Katumbi n'est pas un enfant du pays. Mais je l'ai dit, non? Je ne l'ai pas dit. Alors, si je ne l'ai pas dit, merci. Vous ne l'avez pas encore dit. Mais si je ne l'ai pas dit, merci de me le rappeler. Écoutez, monsieur Katumbi, il est de père gréco-italien, juif. Voilà. Il est de mère, il y en a qui disent zambienne, il y en a qui disent congolaise. Donc, nationalité douteuse. Dans le doute, abstiens-toi. C'est la sagesse. Je ne dis pas qu'il n'y a que des personnalités de nationalité douteuse qui ont fait du mal à ce pays. Non. Il y a aussi des vrais enfants de ce pays qui ont fait du mal. Mais ce n'est pas une raison pour donner le pouvoir suprême à quelqu'un dont les prémices montrent déjà qu'il y a un danger. Ce monsieur on a déjà vu comment il a réagi. On a vu comment il a cassé la société de chemin de fer de l'Est du pays sans état d'âme pour remplacer par rapport à ses intérêts personnels. On a vu ces tendances. Moi, je suis de tendance social-démocrate. Comment je veux donner mon suffrage à quelqu'un qui manifestement est pour un néolibéralisme de l'extrême? Je ne peux pas, c'est gênant. En plus, il faut être sensible à ces choses-là. Parce que le Congo cherche à se créer une nation. Nous sommes dans ce processus-là de création de la nation. Donc nous avons besoin des gens qui mettent cette nation en avant, dans leur choix. M. Katumbi, il a le droit d'avoir d'épouser qui il veut, mais moi ça me gênerait quand même un tout petit peu. Mais quand la Cour suprême de notre pays l'accepte en tant que telle, alors n'est-ce pas qu'à ce moment-là, il y a conflit de compréhension, d'acceptation entre la Cour suprême, qui est la juridiction, la plus haute juridiction de notre pays, et le peuple, ou certains politiques, pour le dire comme ça. La Cour suprême... La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, c'est l'endroit le plus élevé de respect du droit. Oui. Du droit. Le droit, c'est une chose. C'est pas parce que vous avez un droit que je vous l'accorde automatiquement. C'est votre droit. Mais moi, j'ai aussi le droit d'avoir des sentiments. Quand je dis que je souhaiterais que que le couple qui est à la tête de mon pays soit le reflet de mon pays, ce n'est pas une question de droit. C'est une question de sentiment, de choix personnel. D'affectivité, vous voulez dire. Et oui, et le droit n'annule pas les sentiments. Le droit ne m'oblige pas sauf dans certaines conditions très très spéciales, mais dans ce cas-là, le droit ne m'oblige pas à faire un choix qui va à l'encontre de mes sentiments. Mon sentiment en moi, c'est que j'aimerais avoir à la tête de ce pays le couple qui le représente, que ce soit un couple qui fait vraiment le reflet du Congo, depuis Zongo jusqu'à Kasumbalesa, depuis Banana Mwanda jusqu'à l'autre Zongo. Jusqu'à l'autre, oui, de l'autre côté. C'est ça. C'est ça le Congo.
C'est ça le Congo tel que l'exprimait Patrice Lumumba. Quand Patrice Lumumba a crié ici dans les rues de Kinshasa, est-ce qu'il avait quelque chose contre la Flandre? Non. Il voulait donner au peuple congolais noir... Restez sur l'axe du micro, s'il vous plaît. Il voulait donner au peuple congolais noir une certaine fierté. Moi, je suis un noir bantou congolais. Je m'arrête là et j'aimerais que ce pays qui est dominé par des noirs bantous congolais soit représenté par un couple, comme je voyais le couple de Mama Sessé et Mobutu Sese Seko, comme je voyais le couple de Maman Bobila Dawa et Mobutu Sese Seko, comme j'ai vu le couple de Joseph Kabila et Maman Olivier Mbe, comme je suis en train de voir le couple de Maman Denise Nyakiro et Félix Tshisekedi. Vous avez travaillé avec Kabila, mais vous n'oubliez pas les attaques dont il était l'objet autour aussi de sa nationalité, qui serait douteuse par ailleurs. Oui, je n'oublie pas et j'ai mon sentiment. Mon sentiment est que Kabila est parfaitement congolais. Ok? Mais Kabila avait... C'est votre sentiment? C'est ma conviction. Mais Kabila avait choisi une femme bien de chez moi. Bien de chez moi. Et quand, les rares fois où je suis allé dans la partie privée de sa vie, j'ai pas eu à chercher dans quelle langue parler. J'ai pas eu à chercher comment me tenir. Je sais comment on parle à une fille de Goma. Je sais comment on parle à une dame du Mayombe. Je me sens à l'aise. J'aimerais que ça continue. Très bien. Donc, vous avez évoqué pour votre part, selon votre lecture, des têtes d'affiche de candidats qui se sont détachés, des candidats présidentiels de ces trois. Et qu'est-ce que Denis Mukwege vous inspirerait? Le prix Nobel. Denis Mukwege, c'est une personnalité pour laquelle j'ai énormément de respect. Énormément de respect. Parce que c'est la première fois qu'un Congolais est choisi pour entrer dans les panthéons de prix Nobel. De prix Nobel. Donc, c'est quelque chose de formidable. Et j'étais à la présidence lorsqu'on lui a octroyé ce prix-là. Je me rappelle avoir fait une note pour demander à ce qu'il soit reçu, à ce qu'il soit félicité, etc. Et j'ai eu à rencontrer le prix Nobel, un homme d'une très grande finesse, d'une très grande intelligence, d'une culture incontestable. Mais un pays, il a besoin aussi des gens comme ça. Un pays, il en a besoin. Nous avons besoin d'avoir des très bons footballeurs. Il ne faut pas qu'on se trompe. Nous avons besoin d'avoir des très très bons médecins. Et des médecins qui se donnent corps et âme pour sauver les autres. Et qui arrivent à se donner une aura telle que celle-là. Donc je trouve qu'il est très très bien où il est, comme prix Nobel, pour représenter notre pays dans ce domaine-là. Et il serait bien que, quel que soit celui qui remporte les élections, qu'il continue de respecter cette grande personnalité, qui est Denis Mukwege. Vous avez déjà parlé de vos attentes, je ne vais plus y revenir, mais il y a une situation que nous traînons depuis près de 30 ans comme un boulet, c'est la guerre à l'est de notre pays. Comment comprenez-vous le fait que à chaque fois, ça c'est le 4e cycle des élections, mais il s'est fait que à chaque fois, peut-être on peut même peut-être faire l'exception en 2006 où toutes les parties du pays ont participé au vote ou au scrutin. Mais depuis 2011, il y a toujours une partie ou quelques zones, quelques régions de la RDC qui ne participent pas au choix de leur magistrat suprême. Cette fois-ci, c'est peut-être un cas beaucoup plus déplorable parce que, à part les zones occupées
les zones occupées par le M23, les Bunagana, Rutshuru, Massissi. Maintenant, il y a encore des troubles au niveau des Maïndombe, Kwamut, tout ça, où le phénomène Mobondo a complètement désarticulé le fonctionnement de ces coins du pays. Mais est-ce que, M. Kambila, pouvons-nous nous dire que la RDC est un pays normal? Parce que depuis quelques temps, près de 20 ans, il y a des partis de la République qui ne participent pas aux élections et surtout qui ne choisissent pas leur magistrat suprême, leur président de la République. Eh bien, ma réponse est très simple, c'est voulu. C'est voulu par les ennemis de notre pays. Jusqu'à ce jour, je suis convaincu que ça ne va pas continuer comme cela infiniment. Mais jusqu'à ce jour, ils arrivent avec une malignité que nous ne comprenons pas encore à insuffler ce poison au moment et aux endroits les plus délicats. Ils arrivent, mais c'est voulu. Il n'y a pas de hasard. Et pour bien comprendre le phénomène, je recommande à nos compatriotes de lire Honoré Mbanda. Honoré Mbanda, c'était un... Le crime organisé. Crime pensé, réfléchi, mis en œuvre. Quelque part, notamment à Kigali. Pas seulement à Kigali, mais notamment à Kigali. Il existe dans ce pays-là, dans cette ville-là, capitale du Rwanda, tout un laboratoire pour étudier notre pays. Je vous informe que j'ai visité ce pays-là et je n'avais pas les yeux fermés. Mais quand vous me dites cela, permettez, M. Kambila, vous me faites vraiment bondir parce que vous avez été directeur de cabinet adjoint du président de la République, Joseph Kabila. Vous étiez au cœur des grandes décisions de la destinée de notre pays. Puisque vous êtes convaincu qu'il existerait des centres comme ça, où la destruction, l'affaiblissement du pays est pensé, vous citez notamment à Kigali. Et de l'autre côté, nous ici, chez vous, il n'y avait pas un centre qui réfléchissait dans le sens de stopper ou d'arrêter, d'anticiper pour bloquer ces attaques-là destructives. Bien évidemment qu'il existait une structure de réflexion pour faire face. Bien évidemment. Donc vous n'avez pas été fort. Permettez-moi de vous poser une question. Vous connaissiez l'Union soviétique, n'est-ce pas? Bien sûr. C'était l'ex-Union soviétique. Oui. C'était une des deux puissances du monde. Oui. L'Union soviétique il a disparu, démoli par une politique réfléchie, organisée. Ils sont arrivés à démolir. Parce qu'il y a des périodes dans l'histoire où la force, les capacités dans ce domaine-là sont situées à un endroit et moins dans un autre. Tout à fait. Jusqu'à présent, nous, République démocratique du Congo, quels que soient les régimes, nous avons eu la capacité de résister. Et nous résistons bien. Parce que je peux vous dire que si vous regardez un certain nombre de documents des services secrets dans le monde, ce pays ici, la République démocratique du Congo, ne pourrait pas exister aujourd'hui au mois de décembre 2023. Ce pays a longtemps qu'il serait balkanisé, en morceaux, en tout petits morceaux de rien du tout. La Yougoslavie, il est où parti? Beaucoup de pays. Nous avons résisté. Et vous pensez qu'on a résisté comme ça? Il n'y avait pas de laboratoire pour réfléchir, pour dire il faut faire ci, il faut regarder ça, il faut faire ça. Oui. Les chrétiens disent que Nzambe Karasu, Nzambe était le Congo Marato. Oui, certainement. Mais Nzambe a fait ça en cerveau. Alors, Sunakati chaque jour, c'est que le balaye de l'ambre à tombe, que le lamba, salati, mais la café, qui est un café collecte sa socalité, sur une autre vie, cambi la boy, sur le tien socalité, qui est un diabète, qui est un bola. Non. Dieu a déjà donné les cerveaux,
donner les moyens. C'est à nous à faire. Et nous le faisons. Je vous répète, que ce soit Mobutu, sous Mobutu, que ce soit sous Laurent Kabila, que ce soit sous nous, que ce soit aujourd'hui ici, les Congolais se défendent. Si les Congolais n'avaient pas de cerveau, ce pays n'existerait plus. Ils se défendent. Et si vous voulez mon avis, ils se défendent de mieux en mieux. Ce pays se défend de mieux en mieux. Et maintenant que nous avons pris conscience et mis en œuvre la formation de nos enfants, attendez 40 ans. Ça vous fait quoi quand Félix Tshisekedi, candidat président de la République et président sortant, cite nommément Kagame comme le nenni du peuple congolais, comme le fossoyeur, le pion majeur en Afrique pour détruire le pays, chose que votre régime n'avait jamais fait. Non, écoutez. Votre régime, je parle de Joseph Kabila. Non, je comprends pas. Ça vous fait quoi? Non, déjà, je ne suis pas d'accord. Quand vous dites ça, je ne suis pas d'accord. Je veux bien. En tout cas, Kabila ne l'a jamais dit publiquement. Hein? Je veux bien que vous disiez ça. Mais je vous mets au défi de sortir vos archives et de regarder. Vous pensez qu'un ambassadeur de la République démocratique du Congo peut aller à l'ONU, dans le Conseil de sécurité. Conseil de sécurité là, et dire que le Congo est attaqué par le Rwanda. L'ambassadeur de la RDC se levait et attaquait l'ambassadeur du Rwanda. Presque à la bagarre. Vous pensez qu'il peut faire ça sans l'accord de son président de la République? Moi j'étais dans la salle, hein, je vous dis. J'étais dans la salle quand j'ai vu quand notre ambassadeur s'est exprimé, en citant très clairement le Rwanda. Maintenant, je comprends que nous sommes dans une situation politique particulière. Les grands politiciens se battent. Leurs lieutenants veulent dire des choses. On veut accorder telle parole à telle autre, à telle autre. Non, moi je suis un patriote nationaliste. Ce qui est vrai, je le dirai toujours. C'est faux de dire que Kabila n'a jamais cité le nom de Kagame. C'est faux. Il l'a fait où? En tout cas, je n'ai pas les souvenirs, hein, à moins que... Moi j'en ai. Si vous me laissez le temps, je peux vous trouver quelque chose de tout à fait précis, mais je viens de vous donner un renseignement tout à fait précis. Pensez-vous qu'un ambassadeur d'un pays peut, au Conseil de sécurité des Nations Unies, prendre la parole, attaquer un pays nommément, s'affronter verbalement, puisque là-bas c'est que du verbal, avec un ambassadeur d'un pays en disant votre pays fait ça, votre président fait ça, sans l'accord de ce président-là? Est-ce possible? Très bien, on va vers la fin de notre magazine. Mais ceci dit, ceci n'enlève absolument rien au mérite de Félix. Ça n'enlève absolument rien. Oui. Il fait son travail, il défend le pays, il se bat, il forme l'armée. C'est très bien, félicitations. Mais je ne veux pas que ces lieutenants avancent des choses qui sont des contre-vérités. Très bien. Nous avons posé une question, soulevé un questionnement, puisque aujourd'hui nous avons suivi la position de l'Église catholique à travers le cardinal Fridolin Ambongo il y a quelques semaines, et pas plus que hier, nous avons écouté les porte-parole de la Cinco, le Monseigneur Cholet. L'Église catholique et derrière elle, l'Église protestante, parce que souvent c'est un couple, un binôme qui parle d'une même voix, pense qu'il serait souhaitable, il serait convenable que ces élections soient reportées au regard de ce qu'ils ont constaté à travers leurs observateurs, à travers leurs envoyés sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, si jamais un tel scénario se produisait, qu'est-ce qui se passerait? Parce que déjà, je l'ai dit ici, une candidate présidente de la République, pour ne pas le citer, Marie-Josée Foucault, qui continue à concourir, mais qui a déjà, presque, il a carrément rejoint
la position de l'Église catholique et des autres membres de la société civile, elle, au moins, elle est formelle, elle dit les élections ne doivent pas avoir lieu, allons en transition, allons dans un dialogue pour une transition et on peut repousser les élections pour plus tard. Le problème sur la scène politique congolaise, c'est que on n'est pas toujours sincère. Parce que la raison en tant que façon de voir les choses, serait que les pays, ces élections ne soient pas organisées maintenant. Notre pays est occupé sur une partie très importante. Lorsqu'on regarde le monde entier, le monde comme il fonctionne, il y a des puissances qui sont contre nous. On ne sait pas ce qu'ils pensent et ce qu'ils prévoient de faire sous ces élections. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de raisons qui poussent à ce qu'on repousse ces élections comme le souhaite madame. Il faut qu'on... Et l'Église catholique en l'occurrence. Également. Je suis catholique, j'ai énormément de respect pour Monseigneur Ambongo. Parce que c'est le chef de mon église. Ceci dit, sur la scène politique, vous trouvez des leaders politiques qui disent: Monsieur le Président de la République, le 25, c'est le 25 que la prestation de serment se fera. Vous n'aurez pas une seconde de plus. Qu'est-ce qui va se passer là s'il n'y a pas une seconde de plus de 25? Le 24. Oui. 24 janvier. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque des personnalités importantes, à propos desquelles vous ne pouvez pas négliger la position, vous disent ça, que devons-nous penser? Continuez de dire il ne faut pas qu'il y ait des élections. On ne peut pas dire ça parce que nous n'avons pas la capacité, nous, de nous fixer que sur la raison. Parce qu'en se fixant que sur la raison, il serait facile de comprendre que il faut reporter ces élections. Mais c'est que sur la raison. Mais la raison n'est pas que politique. La politique n'a pas que la raison. Il y a beaucoup de considérations. Il faut prendre en considération aussi ce que les gens pensent, ce que les leaders pensent. Si la grande majorité des pays estiment que non, c'est assez, il faut qu'à tout allons-y. Mais faisons que on choisit dans de bonnes conditions. Mais aujourd'hui, on ne peut, à mon avis, on ne peut plus arrêter. Parce qu'arrêter aujourd'hui, c'est ouvrir la porte, donner le prétexte à ceux qui veulent nous affaiblir, nous diviser, pour prendre des parties importantes de notre pays. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Voilà pourquoi il est important de faire ce sacrifice. Il faut aller vers ces élections. C'est un sacrifice. Je ne pense pas qu'on y va de gaieté de cœur comme ça. Déjà, du point de vue de la raison, est-ce que vraiment c'est raisonnable pour un pays comme le nôtre de dépenser 1 milliard de dollars chaque 5 ans? Non. Mais non. Mais il n'y a pas que la raison dans la politique. Il n'y a pas que la raison. On doit tenir compte des sentiments des gens, ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passerait? On doit se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passerait si on ne fait pas les élections. Est-ce qu'il y a unanimité? Si vraiment il y a unanimité, si tous les partis, MLC, UDPS, PPRD, FCC, PDC, enfin tous les partis qui étaient AFDC, etc. Si tout le monde unanimement dit non, mais justement, c'est ça la position de votre ancienne famille politique. PPRD, FCC, vous n'êtes pas parti, pas vous, ne sont plus partie prenante de ces... Mais c'est pas pour les raisons, c'est pas pour la raison, c'est pas pour cette raison-là, c'est pour une autre raison. Si j'ai compris que personne ne m'a convoqué pour dire voilà, on va en congrès ou on va en réunion, on décide est-ce qu'on participe pour les élections ou pas, non. Moi-même qui était FCC, qui participait au FCC à un niveau assez important, je ne sais pas pourquoi. Voilà, en 2 mots, votre mot de la fin.
Au mot de la fin, c'est que le Congolais allez aux élections, votez pour qui vous voulez, mais si vous voulez suivre mon raisonnement à moi, je crois que j'ai été assez clair, votez pour Félix Antoine Tshisekedi pour les raisons que j'ai explicitées ici. Dans ce monde moderne, la personne qui pense à l'enseignement, c'est là la preuve qu'il pense à l'avenir de notre pays. C'est là la preuve qu'il pense que ce pays doit devenir une puissance, parce qu'il veut former ses enfants. Rien que pour ça, je ne dis pas que le reste ne compte pas, le reste compte beaucoup, mais rien que pour ça, votez pour le numéro 20. Voilà, c'est avec ces mots d'exhortation de Jean-Pierre Kambila que nous allons marquer un terme à ces magazines. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous étiez en train de suivre votre magazine Face aux dangers. Nous arrivons à son terme et nous vous fixons rendez-vous pour une prochaine occasion. Pendant ces temps, entre-temps, continuez à suivre nos programmes. Au revoir et à la prochaine. Merci, M. Kambila. Merci à vous.